Moi aussi, je me retrouve à la rue. La prospérité des années 1920 avait permis à mes parents de financer mes études. La chute des cours ne le leur permet plus. Mais je refuse de retourner à la maison. J'incarnais le rêve américain, la promesse d'une progression sociale. Je ne veux pas être un cauchemar à leurs yeux. De la crise, je me rappelle la fin. C'était une fin terrible, la fin d'un autre âge, comme une fleur dans le ventre qui s'ouvre et qui déchire les intestins. Je me rappelle les Hooverville, ces bidonvilles surgis au cœur des grandes métropoles comme New York ou Washington, et baptisés par dérision du nom du président américain Edgar Hoover. Les familles chassées de chez elles par les banques, les employés sans travail, et moi y trouvons refuge. C'est un bric-à-brac de bouts de tôle qui font danser les lampes tempêtes, un avenir de bouts de ficelle, un dédale de chemin qui tourne en rond comme un chien sur lui-même. C'est un village sans fondation. Je me rappelle aussi la misère. Difficile de rester insensible ou prostré quand on voit des femmes donner à leur nouveau-né des biberons de sauce de porc salée parce qu'elles n'ont pas assez de lait et qu'elles ne peuvent en acheter. Au bout de quelques jours, les enfants bleuissent, puis meurent. Les mères pleurent, mais elles se disent, au fond, que c'est mieux comme ça. De la crise, je me rappelle aussi les foules qui investissent les rues, les vendeurs de pommes à 5 cents, tous ces hommes qui attendent sans savoir vraiment quoi. Nous n'étions même plus remplaçables. Rien, juste des riens, mais en grand nombre. Je revois les queues immenses devant les soupes populaires. Au début, je me demandais pourquoi on me poussait à passer devant tout le monde. En fait, ce n'était pas par bonté d'âme. La soupe est toujours plus claire sur le dessus car les légumes tombent au fond. Qui voulait survivre devait toucher le fond. J'ai très vite appris la leçon, mais j'ai continué à me mettre dans les premiers de la file. Un crouton me suffisait et le pain n'avait jamais le temps de rassir. Il était inimaginable alors de demander l'aide de l'État. Ce n'était ni notre culture, ni notre caractère. On nous avait appris à être chacun le maître de notre propre destin. Ma misère était un coup du sort. Elle est collective, pas individuelle. Notre désarroi se transforme en colère. En mars 1930, 35 000 personnes défilent dans les rues de New York pour réclamer du travail et du pain. Un an plus tard, nous marchons sur Washington, mais la police nous empêche de donner nos doléances au président Hoover. Celui-ci semble complètement dépassé par les événements. Son optimisme forcené dans le système et dans l'avenir, sa croyance dans le laisser-faire libéral ne permettent pas de redresser la situation. 1932, la crise s'amplifie encore et la colère monte d'un cran. Je suis toujours à Washington quand arrivent les 20 000 vétérans de la Première Guerre mondiale. Ils réclament le Bonus Army, la prime et les arriérés de solde promis par le gouvernement. Hoover refuse, car payer la prime mettrait l'État en faillite. Les manifestants s'agitent. Alors, il envoie MacArthur et son armée chasser les anciens soldats. Pour disperser la foule, on utilise pour la première fois les gaz lacrymogènes, surnommés aussitôt Ration Hoover. Je m'enfuis. 2 soldats m'enjambent, baïonnette au canon. Ils chargent. Bilan côté vétéran, 4 morts, 55 blessés graves, 1000 plus légers, 2 enfants asphyxiés
une fausse couche. La crise du Bonus Army scelle le sort de Hoover. Celui qui, 4 ans plus tôt, avait promis la fin de la pauvreté, incarne aujourd'hui la dépression, l'exclusion, le marasme, le découragement, l'ancien monde.